Parfois, la sexualité ne va pas de soi. Il nous est apparu important d'interroger la sexualité dans les lieux où la liberté est relative. Comment se vit-elle dans les lieux de soins, en EHPAD ou en hôpital psychiatrique par exemple ? Comment est-elle organisée, vécue, représentée dans ces endroits où le corps est borné aux enceintes de l'institution ? Comment penser la notion de liberté individuelle quand elle se confronte à celle de la protection de la personne ? Bref, comment analyser et vivre le désir à l'ombre des murs ? Question posée ce soir à Aline Donadio, psychologue dans une institution psychiatrique. Ces réponses ne sont ni figées ni définitives, mais toujours pertinentes. Il s'agit avant tout d'établir des passerelles, des ponts, des liens, surtout des liens. Bonsoir Aline, on est ravis de vous recevoir. On va commencer par une question un peu cliché. Lorsque l'on imagine la sexualité dans des lieux de soins, des hôpitaux psychiatriques notamment, on a un peu l'idée de patients comme déréglés sexuellement, soit addicts au sexe, soit vidés de tout désir, mais évidemment ça doit être moins binaire que ça. Qu'est-ce qui diffère dans l'expression ou la représentation de la sexualité chez vos patients dans une institution psychiatrique où les relations sont forcément modifiées ? Alors, elles ne sont pas forcément modifiées, les relations, parce que l'institution psychiatrique, elle accueille tout type de patients. De la pathologie type psychose schizophrénique avec des gros délires qui empêchent finalement le patient de fonctionner dans le lien social, à la personne qui a une grosse dépression et qui a besoin de se sentir contenue et hors de chez elle pendant un temps. Donc, à l'intérieur de ces lieux, c'est aussi un lieu de rencontre. Et donc, ce n'est pas obligatoirement, entre guillemets, fou. Ce n'est pas obligatoirement hors norme. Ça peut aussi être du côté de la rencontre, du désir sexuel, mais aussi du côté de l'amour. Il y a des couples qui sont tombés amoureux et qui se sont rencontrés à la clinique. Et c'est très bien. Il y a aussi cette fine chose entre le pathologique et le normal. Est-ce que finalement, on n'aurait pas tendance à pathologiser ce qui se passe à l'intérieur des murs d'une institution ? On va tout de même préciser un cadre juridique. Dans les institutions, à l'exception d'institutions pour mineurs, les rapports sexuels ne peuvent pas être interdits. La sexualité est considérée comme un aspect central de la personne par l'OMS. Ça rentre dans le champ de la dignité humaine et du droit à la vie privée. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas interdite qu'elle est acceptée. Alors, c'est vrai. Alors, pas acceptée peut-être par le personnel, pas acceptée peut-être par la direction, mais en tout cas, au niveau de la loi, on ne peut pas l'interdire. Il y a eu d'ailleurs j'ai lu un article sur un hôpital psychiatrique sur le continent, je ne sais plus dans quelle ville, où c'était dans les règles intérieures de l'hôpital. Il était mentionné que toute relation sexuelle était interdite. Bon, eh bien, en cours de, je ne sais plus, la Haute Autorité de Santé a demandé à ce que cette règle soit enlevée, parce que ça vient à enfreindre la liberté du patient. Toutefois, il n'est pas dit non plus très clairement que c'est autorisé. C'est un espèce de flou, comme ça, une forme de flou artistique pour peut-être éviter aussi de venir s'encombrer avec certaines questions, pour peut-être aussi éviter certaines dérives, parce que ce serait autoritaire et ce serait d'ailleurs très compliqué d'interdire la sexualité dans les hôpitaux psychiatriques. Et en même temps, la sexualité doit aussi arriver avec le consentement éclairé. Et c'est quand même des lieux où la question du désir et la question du consentement, elle n'est pas toujours très claire. Et en fait, on en revient tout le temps là-dessus et c'est très délicat. Et je pense qu'on ne doit jamais en faire le tour parce que c'est vraiment quelque chose à questionner, à re-questionner, et que le jour où on arrêtera de le questionner, peut-être qu'on sera arrivé à des dérives autoritaires. Oui, en fait, le défi, c'est de concilier la vulnérabilité psychique des patients atteints de pathologies qui peuvent altérer le jugement et la liberté individuelle, le respect de leurs droits. Exact. Et ça, je pense que ça se fait vraiment au cas par cas. C'est très compliqué de venir finalement protocoliser quelque chose qui viendrait respecter cette liberté, s'assurer du consentement, parce que c'est trop. Parce qu'ils sont trop pluriels, les patients. Et donc, ça se fait toujours du côté du cas par cas. Et c'est ça qui est beau. Sinon, on serait dans un monde de robots.
Alors, ce que vous dites m'amène à 2 questions. En cas de problème, d'agression, de comportement déplacé, est-ce que vous êtes en mesure d'établir clairement si un patient avait un choix éclairé? Et surtout, est-ce votre rôle? Je ne suis pas sûre que ce soit mon rôle. Peut-être que mon rôle, il serait d'aider le patient qui a fait l'acte ou qui l'a subi à venir en élaborer quelque chose, à peut-être pouvoir poser des mots dessus. Après, établir si c'était un acte consenti ou pas, ça c'est plutôt du côté de la justice ou de la loi. Et moi, en tant que psychologue, je suis logée sous la loi. Je n'ai pas le droit de faire des bêtises. Et du coup, c'est important parce que je suis manquante, je suis logée sous la loi. Et quand je suis face à des patients qui sont dans la toute-puissance, eh bien, le fait même que moi-même je me loge sous cette loi, ça leur permet aussi de venir se sentir contenus dans quelque chose. Mais ce n'est pas ma place de déterminer ce qui est vrai ou pas. Parce que moi, ma place en tant que psychologue, c'est d'entendre la réalité psychique. Un patient, il a pu consentir à une relation sexuelle à un moment M, et puis dans l'après-coup, de par... déjà, la relation sexuelle, ça peut générer de la violence dans l'acte même. De par ça, ou de par aussi sa pathologie, le type de délire qu'il a mis en place, se sentir objet de l'autre, objet de la jouissance sexuelle de l'autre, se sentir possédé par un autre tout-puissant qui l'a amené à faire quelque chose qu'il n'aurait pas eu envie de faire. Moi, je suis là pour entendre cette réalité psychique et pas pour déterminer qu'est-ce qui a été fait ou pas du côté de la loi. Alors tout à l'heure, vous disiez que la sexualité en institution est peu abordée, enfin ça repose un peu sur un flou. Qu'est-ce qui fait que cette question qui est profondément humaine n'est pas abordée à l'intérieur même d'institutions où l'on traite, entre guillemets, la folie, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus humain? Comment ça se fait que cette partie-là est occultée? Alors, peut-être parce qu'elle est profondément humaine et que ce qui est profondément humain échappe à l'institution. L'institution, elle a tendance à créer de l'un, quelque chose de très global, normé, technocratisé ou technocratifié, je ne sais pas. Et ce qui est profondément humain, ça déborde, ça sort de ce bordage-là. Donc c'est peut-être parce que c'est compliqué d'en parler en tant qu'institution et de venir en mettre des règles posées que finalement on n'en parle pas. Je prends l'exemple des EHPAD parce qu'il est assez parlant. Il cumule 2 problématiques. C'est une institution et en plus c'est une institution pour personnes âgées. Donc on a l'impression qu'il n'existe pas de sexualité. Enfin, d'ailleurs, est-ce qu'on a l'impression qu'il n'existe pas de sexualité chez les personnes âgées ou est-ce que je raconte complètement n'importe quoi? Non, c'est pas faux. C'est très tabou. Chez les personnes avec un handicap, qu'il soit intellectuel ou physique, et chez les personnes âgées, on a tendance à nier ça. Dans les maisons de retraite, il y a très peu de chambres doubles. Dans certaines, il n'y en a pas du tout. Pour 2 raisons. Je pense que parce qu'il y a cette forme de déni de la sexualité et aussi parce que financièrement, c'est plus compliqué à remplir. Je pense qu'il faut le nerf de la guerre. Et je pense que dans les masses, dans les maisons d'accueil spécialisées qui accueillent des personnes qui ont un handicap physique ou intellectuel, à mon avis, j'ai pas travaillé dedans, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de chambres doubles non plus. Il y a l'aspect financier et il y a l'aspect de ce déni-là. Il y a l'aspect tabou. On ne parle pas de la sexualité des vieux. On ne parle pas de la sexualité des personnes handicapées. Peut-être que finalement, lorsqu'on parle de la sexualité, on parle de notre sexualité. Et parler de la sexualité de l'autre, c'est de venir parler de notre sexualité avec l'image de l'autre. Peut-être que c'est aussi quel lien et quelle valence émotionnelle on met derrière tout ça. Parlons des personnes âgées, par exemple. Je suis intervenue dans une formation pour accueillants familiaux. Les premiers réactions que j'ai eues, c'est mais c'est dégueulasse, moi ma mamie, la petite mamie que je garde, elle ne ferait jamais ce genre de choses. Donc le sexe est considéré comme un truc un peu dégueu, ou du moins un truc un peu transgressif, réservé aux jeunes, avec un corps
plutôt acceptable, voilà, etc. Mais pas aux personnes âgées qui pourraient nous renvoyer à nos grands-parents, à nos parents, ou pire encore, à ce que nous, on pourrait devenir. Et je pense aussi que lorsqu'on vient s'imaginer la sexualité de l'autre, on la calque sur notre sexualité. Faisons un petit jeu. Si on va dans un bar et qu'on regarde deux personnes et qu'on les imagine en train de baiser, on imaginera finalement ce que nous, on se représente du sexe. Mais eux, peut-être que quand ils couchent ensemble, ça ne ressemble pas du tout à ça. J'ai l'impression que votre discours renvoie à la notion de l'intime, de ce qui relève ou non de l'intime, de l'intimité. Oui, parce que je ne pense pas que ce soit uniquement du côté du corps. Que ce soit dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les maisons de retraite ou dans les masses, il y a toujours du corps. Il y a ce corps dont on doit prendre soin, il y a ce corps vulnérable, il y a ce corps qu'on lave, qu'on habille, qu'on couche. Donc, moi, j'ai du mal à me dire que c'est uniquement une pudeur physique. Mais ça reste une hypothèse qui est la mienne, hein. Mais j'ai du mal à me dire ça. Je pense que c'est du côté de l'intime, du côté vraiment de l'intimité du sexe. Le corps, il est aussi peut-être ce corps-là réduit à un bout de chair. Et quand il commence à vivre, à désirer, à jouir, là, il nous renvoie à notre corps vivant, à notre corps qu'on sent jouir, qu'on sent vivre. Et du coup, peut-être que ça appelle d'autres enjeux au niveau psychique. C'est aussi votre travail de psychologue en institution d'accompagner les soignants à se décentrer par rapport à leurs propres normes, à leurs propres représentations. Ouais, c'est une partie de mon travail. Je ne dis pas que je la fais tout le temps, je ne dis pas que je la fais tout le temps bien non plus, mais j'essaye. Mais ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est les supervisions qui sont faites avec un psychologue extérieur. C'est-à-dire, c'est des groupes de travailleurs, donc dans une institution, pas plus de 10, après c'est beaucoup trop, et qui se regroupent une fois par mois environ autour d'un psychologue. En général, les bases de la supervision, ça a été quand même fait par des psychanalystes. Donc, par exemple, les groupes Balint, c'est du côté de la psychanalyse et qui amène une situation, qui amène une étude de cas. Et en fait, au travers de l'étude de cette situation, on vient aussi parler un peu de soi et de ce qui s'est joué en nous dans cette situation. On a tendance à se demander, en fait, est-ce que les patients, ils sont pour nous ? Parce que c'est très technocratisé, parce que c'est très normé. Et du coup, donc, les EHPAD, c'est pour les plus de 60 ans, les MAS, c'est pour telle personne, l'hôpital psychiatrique, etc. Et on en arrive finalement à attendre du patient qui rentre dans notre cadre à nous. Ce qui est quand même, je sais pas, le comble, non ? C'est plutôt à nous de nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour le patient. Et du coup, on viendrait se décaler de la place de « est-ce qu'il est pour nous ?» et on prendrait complètement notre place d'accueillant, de soignant pour des personnes qui sont malmenées dans le lien social. En fait, c'est pas l'argent, le nerf de la guerre, c'est le lien. Tu vois ? Merci Aline pour cet échange enrichissant. On se retrouve même jour, même heure la semaine prochaine. En attendant, on garde le lien sur les réseaux sociaux.